Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast du monde dentaire qui va à la rencontre de personnalités atypiques. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et j'ai envie ici de vous faire découvrir des parcours incroyables. Mes invités ont su concilier passion et vie professionnelle, ont fait de leur métier leur passion, ou ont carrément tout plaqué pour changer de vie. L'idée est de montrer notre métier sous un autre angle, de vous donner de l'inspiration, mais pourquoi pas aussi de susciter des déclics. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours incroyable de Julien Molia, chirurgien dentiste basque et surfeur de vagues géantes. Un épisode très attendu puisque vous avez été nombreux à me l'avoir réclamé. Julien, avec son partenaire Gauthier Garanx, pratique le toe-in surf, technique qui a été lancée par l'ère d'Hamilton dans les années 90, où le surfeur est tracté par un jet ski. Côté dentisterie, Julien est également mentor sur la plateforme de formation en ligne French Tooth et fait partie activement de la Bioteam Sud-Ouest. Avant de vous laisser, un petit rappel, si vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez aller dès la fin de l'épisode sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles. Laissez-moi aussi des commentaires un peu partout sur les réseaux sociaux ou sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Ça me fait toujours très plaisir et je vous répondrai, c'est promis. Et surtout, parlez-en tout autour de vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Julien. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien. Moi je suis très contente d'être avec toi ce soir. On y arrive enfin. Alors dis-moi ce matin, est-ce que les conditions étaient bonnes à Bellara? Alors à Bellara, pas du tout. Il y avait, je crois, 40 cm de vagues, donc c'était vraiment tout petit. Mais il faisait beau, le vent était bien, donc session sympa. Bon, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de nos auditeurs qui te connaissent et qui me demandaient d'ailleurs très souvent de faire cet entretien avec toi. Ouais, donc t'as, je pense, deux passions parce que je pense que la dentisterie est aussi une de tes passions. Donc t'es donc la dentisterie et le surf, mais pas n'importe quel surf, le surf de grosses vagues. Tu peux nous expliquer un petit peu quand est-ce qu'est née cette passion du surf déjà? Alors le surf, c'est venu naturellement parce que j'ai un papa surfeur qui a commencé avec les débuts du surf sur la côte basque. Et il a toujours surfauté un petit peu, ses frères aussi. Et j'ai grandi près de la mer, donc au Pays Basque, à je pense 5 minutes de la plage. Et donc naturellement, j'allais surfer avec mon père. Et puis après, j'allais surfer avec mon vélo. Il m'avait fabriqué un petit porte-vélo derrière pour pas que j'ai apporté la planche sous le bras. Et après, c'était la mobilette et voilà. Donc le surf est venu avec peut-être un petit peu de morée au tout début. La première planche offerte par le meilleur pote de mon père. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc toi, t'es né au Pays Basque? Je suis né à Bayonne, oui. Ah ok, d'accord. Et après, qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir des études dentaires? J'aurais bien fait médecine, mais j'ai pas eu médecine, donc je suis parti sur dentaire parce que famille de médecins et voilà, à 18 ans, je crois que comme tout la majorité des gamins, je savais pas trop où je voulais aller. Les études de médecine, c'était une option et surtout pas poussé par ma famille parce que c'était un peu le modèle que j'avais à la maison et donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et Toulouse? Toulouse, parce que j'avais de la famille à Toulouse, donc c'était plus facile pour moi, pour le début, pour l'hébergement. Ça rassurait aussi sûrement mes parents d'avoir quelqu'un de connu là-bas. J'avais une copine aussi qui faisait d'autres études, mais qui habitait juste à côté de chez moi, donc c'était par confort. Ok. Et ça t'a tout de suite plu, les études de dentaire? T'as senti que c'était un métier qui allait rapidement te plaire? Non, pas vraiment. Enfin, je crois comme la majorité des gamins ou des étudiants qui sont à la fac, je pensais plus à rentrer chez moi le week-end, le jeudi midi ou le vendredi midi pour aller surfer que de rester à Toulouse ou à la fac. Donc, je suis pas beaucoup allé en cours. J'assistais au TP et à la clinique, bien sûr. Mais je me suis pas dit au début, ah, c'est super les biomatériaux. Bon, c'est juste après 10 ans de pratique, je me dis, ah, si j'avais été un peu plus au cours, peut-être que je serais un peu moins nul en matériaux. Mais non, je crois que ça a été vraiment mes années cliniques ou mes vacations cliniques qui ont commencé à m'intéresser à ce boulot. Et puis après, la pratique au fauteuil, quoi. Ouais.
Et j'ai vu aussi que tu étais partie, donc à la fin après ta thèse, tu es partie en Polynésie française Exact. pendant 1 an. Donc ça, c'était, j'imagine, pour aller te confronter à des vagues un peu plus grosses ou pas forcément? Alors, les vagues sont pas forcément plus grosses en Polynésie, c'est juste qu'elles sont Ouais. différentes, elles sont un peu plus régulières, un peu plus creuses, un peu plus tubulaires, avec la mythique vague de Taupo. Mais ouais, j'avais envie de partir au soleil. Je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas quand tu auras un cabinet. Donc voilà, je suis parti presque une année. Pas beaucoup travaillé parce que les gens cherchaient pas tout le temps des remplaçants. Donc en fait, je travaillais pendant les vacances des Tahitiens. Les Tahitiens partaient et moi je faisais leur vacation pendant les vacances. Et donc le reste de l'année, j'ai pu surfer presque tous les jours. Enfin, pas tout à fait tous les jours parce qu'il y a une période humide, une période sèche, donc les vents sont pas bons tout le temps. Mais bon, je surfais assez régulièrement. T'aurais aimé rester là-bas? T'aurais envisagé de faire ta vie là-bas? Je crois pas. La famille me manquait, les copains me manquaient. Je crois que où on adopte complètement le mode de vie tahitien et tu vis en maillot toute la journée, ou tu as parfois envie de mettre un pantalon, une chemise et aller boire un coup avec les copains. Alors tu peux le faire à Tahiti, mais j'avais pas une vie sociale comme je pourrais l'avoir ici au Pays Basque avec tous les copains que j'ai ici. Donc non, je me serais. Alors y retourner, j'adorerais. 1 an peut-être pas, mais y retourner faire 6 mois, ouais, travailler, surfer, ce serait super. Mais y vivre, je crois pas. Et au niveau surf, là, à ce moment-là, tu surfais pas, donc puisqu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu, mais tu fais du tow-in surf, donc c'est du surf qui est tracté, donc t'es en binôme avec Gauthier Garanx. Là-bas, tu pratiquais déjà le surf de cette manière-là ou pas? Non, pas. Alors le surf des grosses vagues, il y a surf des grosses vagues, il y a le surf à la rame des grosses vagues, qui est un peu la discipline reine, et le surf des grosses vagues tracté par un jet ski. Le surf de grosses vagues à la rame, ça j'en ai toujours fait. Gamin, il y a des spots de surf à la rame ici dans le Pays Basque, donc j'en ai un peu toujours fait. Et le jet ski, ça a été qu'après Tahiti. Allez, go! Ouais, qu'est-ce qu'on dit avant de partir? Banzai! Julien et Gauthier pratiquent donc le surf tracté. Ça commence comme du ski nautique et ça permet d'aller suffisamment vite pour prendre des vagues de plusieurs mètres. Et c'est, par exemple, la taille des vagues, tu parles de grosses vagues à la rame, mais c'est des vagues qui sont quand même pas aussi importantes que celles dont on va parler après. Non, alors pas pour mon cas. Il y a des surfeurs qui surfent à la rame, des vagues presque aussi grosses que les vagues surfées en surf tracté. Les mecs à Hawaï, ils surfent des vagues géantes, presque aussi grosses que celles tirées par un jet ski. Alors l'avantage du jet ski, c'est que tu peux avoir plus de vitesse. Donc tu es lancé sur plus la vague est grosse, plus elle a de la vitesse. Donc il faut ramer plus vite, il faut avoir des planches plus grandes, plus longues. Et il y a un moment où quand il y a trop de vent ou quand la vague est vraiment trop grosse, tu peux pas surfer à la rame. Ok, parce que moi j'y connais rien, mais il me semblait qu'il y avait une espèce de barrière à franchir avant d'atteindre. C'était vrai il y a quelques années, mais maintenant les jeunes, c'est vrai que tirer derrière un jet ski, au final, c'est pas très difficile pour la majorité des surfeurs. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à la rame. Il faut être vachement plus en condition physique. Il faut être sûr de son surf, il n'y a pas le jet ski qui te lance et qui vient te chercher. Enfin, ils se font quand même récupérer par les jet skis quand ils sont en galère, mais depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a moins de surf tracté et plus de surf à la rame. Et il y a peut-être une barrière, mais les jeunes la repoussent tout le temps. Et maintenant, Bellara, qui était une vague que surfée en surf tracté, régulièrement, il y a des jeunes qui essaient de la surfer à la rame. Alors, des fois, ils y arrivent, des fois, ils n'y arrivent pas. Mais régulièrement, il y a des gens à la rame à Bellara. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le towing surf? C'est aussi d'être à deux? Oui, c'est aussi d'être à deux, de partager cette passion avec mon copain Gauthier. C'est aussi le fait qu'on prend beaucoup plus de vagues que... En fait, comment je suis venu au surf tracté, c'est un jour où on était avec Gauthier devant une mer magnifique à Anglette. Ou à Anglette, quand c'est très très gros, tu peux pas surfer à la rame parce que ça casse partout, ça casse devant, ça casse derrière, et donc tu peux pas accéder aux vagues qui sont au fond.
Et là, on avait un copain, Xavier, qui faisait du surf tracté depuis un moment, et on le regardait. Il était tout seul dans l'eau avec son coéquipier. Il prenait une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues. Et je sais pas, on est resté une demi-heure. Il avait pris 10 vagues. Et nous, on était sur le bord. On a dit bon, donc nous, on va aller surfer à la rame sur un autre spot un peu plus au sud. Et je pense qu'on a pris 2 vagues en 2 heures, tellement c'était gros et tellement c'était compliqué. Et en sortant de l'eau, on s'est regardé, on a dit bon, allez, demain, on achète un jet ski. Et je sais plus pourquoi je te parle de ça. Parce que je sais plus. Parce que voilà, c'était les débuts de mes débuts de surf tracté avec Gauthier, avec l'achat de ce jet ski. Tu connaissais Gauthier avant? Ouais, je connaissais bien Gauthier avant, qui était sorti longtemps avec ma petite sœur, donc je le connaissais. Ouais. Ok. Il y a eu après, donc on va surtout parler surf, puis après on parlera aussi un peu boulot. Ouais. Mais il y a eu un événement quand même assez important le 22 décembre 2013, puisque à Bellara, donc vous étiez tous les deux avec Gauthier, et il a pris une très grosse vague qui lui a valu en fait un prix très prisé. Un prix mondial. Un prix mondial. Tu peux nous raconter un peu cette journée, comment ça s'est passé? Des journées à Bellara, il y en a eu beaucoup. Donc celle-là en particulier, il y a sûrement des détails que j'oublie. La vague, je l'ai pas oublié. Mais Bellara, c'est toujours une ambiance un peu particulière parce qu'on sait que quand on va à Bellara, alors où on a vu la vague depuis la corniche, mais vu qu'elle est à 3-4 km, on voit pas bien, ou parfois même on se met dans l'eau et on n'a pas du tout vu la vague. Donc il y a toujours une espèce d'angoisse et on sait pas trop où on va et on espère que ça va être bon. Et ça commence 2-3 jours avant parce que on connaît les prévisions, on connaît la houle, on regarde les cartes et on savait que là, ça allait être gros, ça allait être très gros. De toute manière, pour qu'il y ait Bellara, il faut que ce soit très gros parce que sinon les vagues ne lèvent pas. Et Bellara, je te coupe un tout petit peu, mais donc Bellara, c'est un spot qui est situé à Urugne, donc entre Sokoa et Hendaye. Oui, voilà. Mais c'est aussi le nom de la vague. Bellara, c'est le nom qui a été donné à cette vague-là, qui est une vague qui casse sur un haut fond, qui est tout à fait bien connu des pêcheurs, au large d'Urugne, à 3-4 km d'Urugne. Et on se met dans l'eau au port de Saint-Jean-de-Luz, on traverse la baie de Saint-Jean-de-Luz, et puis après on file vers Bellara. Ok. Donc voilà, je te laisse reprendre sur cette journée où il y avait. Donc l'ambiance, l'ambiance un peu particulière. On n'arrive pas les premiers. Il faut arriver à un certain moment de la marée basse, de la marée haute, du vent, du pic de houle. Donc c'est toujours des sessions qui durent longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Donc on attend beaucoup. Il y a beaucoup de monde au pic, donc on surfe un par vague ou 2 par vague parce qu'il y en a un qui part à droite et un qui part à gauche. Mais donc il faut attendre son tour et il faut attendre beaucoup. Donc c'est des sessions qui durent longtemps. On prévoit à manger, on prévoit à boire, tout ça. Et donc là on n'arrive pas les premiers et on se met un peu en retrait de la vague sur le côté. Il y a toujours des gens qui prennent des photos sur des bateaux. Il y a des curieux. Il y a d'autres en jet ski qui surfent pas. Il y a des gens qui font la sécurité pour les autres. Donc on se met un peu sur le côté. On regarde. On se dit ah ouais, là aujourd'hui c'est très gros. Et on attend peut-être 1 ou 2 séries, je sais plus. Puis donc, du coup, on va se placer tout au fond. Et là, en général, on se dit bon, tu vas ou j'y vais. Et là, c'était sûrement moi qui étais aux commandes du jet ski. Gauthier était derrière. Il dit bon, allez, tu vas. Et donc, il se met dans l'eau. C'est en plein hiver. Donc, en plein hiver, quand il y a du vent d'est ou qu'il n'y a pas de vent, il fait froid. On a les chaussons, on a la cagoule, on a tout. Et donc, à Bellara, il faut attendre les vagues longtemps. Donc, on attend longtemps dans l'eau sans bouger. Donc, on a toujours froid, on a des très grosses combis. Et donc, là, il y a une vague qui arrive. On était assez bien placés, tout le monde est à peu près placé au même endroit. Mais vu que la vague est très, très large et très, très longue, l'espace pour se lever du jet ski, pour se lever de l'eau pour celui qui est derrière la corde du jet ski, il est assez étendu. Et donc, on était 3 jet skis au fond à ce moment-là. Je me souviens de tous les gars qui étaient là. Et on était un peu les plus jeunes, les moins aguerris, et donc on regarde un peu les plus vieux qui étaient là. Et je vois qu'il y a un qui part sur la première. Donc j'ai Gauthier, on ne prend pas la première. Donc on attend. Et puis je sors Gauthier de l'eau, donc il est debout et je navigue doucement là pour faire le tour, pour regarder un peu comment ça se passe. Et l'autre mec plus aguerri me fait signe, vas-y, nous on prendra celle de derrière. Et donc je vais sur celle-là qui paraissait moins grosse. Donc, je regarde, il faut placer son coéquipier au bon endroit, que ce soit devant, derrière ou gauche-droite par rapport à la vague.
Et donc, je place Gauthier sur cette vague qui paraissait pas très grosse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme si elle avait doublé, comme s'il y avait une vague dans la vague. Et c'est pour ça que sur la photo, la vague est magnifique parce qu'elle est très creuse, alors que Bellara, normalement, c'est pas très creux. Et là, en fait, il y a une deuxième vague qui est rentrée dans la première. Et Gauthier a eu cette vague qui a été estimée à 19 mètres. Ah oui, 19 mètres. Ouais, 19 mètres. Donc, elle a été filmée, elle a été photographiée, parce que dès qu'il y a 3 vagues à Bellara, il y a toujours beaucoup de monde qui prend les photos. Les meilleurs surfeurs français sont venus se mesurer à la vague de Bellara. Julien et Gauthier, les amateurs, assistent au spectacle, jusqu'à ce que Gauthier décide de tenter sa chance sur une seule vague. Et donc, ça, c'est la partie cool parce que Gauthier surfe la vague et puis, comme un fou, super content. Tu vois, sur la vague, il est concentré, mais il a la banane. Et en fait, quand on tracte et quand on lance son coéquipier, on le lance, on fait une espèce de demi-tour, on repasse derrière la vague et on se met derrière la vague. Donc, Gauthier, je ne le vois pas. Il surfe, et à aucun moment je sais s'il va finir la vague en même temps que la fin de la vague, s'il est tombé, s'il faut que j'aille le chercher dans la mousse, s'il est tombé au début, s'il est tombé à la fin. C'est tellement gros qu'il y a tellement d'écume qui passe derrière parce qu'il y avait du vent d'est ce jour-là. Donc, je ne sais pas. Et donc, j'arrive à la fin de la vague et je ne vois pas Gauthier. Et je commence à crier, parce qu'il y avait d'autres mecs qui étaient là, vous avez vu Gauthier, vous avez vu Gauthier? Personne ne me répond trop. Moi, je suis dans le speed et donc je vais le chercher en plein milieu de la mousse. Donc, il y avait eu la mousse de la première vague, la mousse de la deuxième vague. Et je regarde tout ce plan d'eau blanc et je vois pas Gauthier. Je vois pas Gauthier, je vois pas sa planche. Le cœur, moi, je l'avais à 10 000 entre l'adrénaline, la peur pour Gauthier. Donc, j'arrive, je me mets dans ce blanc-là. Le jet, il patine un petit peu dès qu'il y a de l'air dans l'eau, quand on est dans la cube. Et je vois pas Gauthier. Et j'ai l'impression que ça dure longtemps. Alors, ça dure que quelques secondes, mais ça dure longtemps. Ouais. Et tout d'un coup, je vois sa planche qui sort. Et on n'a pas de leash sur ces planches. On n'a pas la ficelle qui retient la planche au pied, parce que les planches sont tellement lourdes que ça pourrait nous faire mal à la jambe. D'accord. Et donc, je vais vite vers sa planche. Et manque de bol, je me retourne. Pas de Gauthier. Et Gauthier ressort. Il était, je sais pas, à 20 mètres de moi. Je commence à aller vers lui et il y avait la troisième vague qui arrivait. Et là, c'est quoi? C'est où je prends la vague sur la gueule avec Gauthier ou je m'en vais. Et donc, je suis parti. Gauthier a eu le temps de respirer 2 fois peut-être. Et il m'a dit, la pire vision de ma vie, c'était de voir cette vague qui m'arrivait sur moi, qui obscurcissait tout le ciel. Il m'a dit, je ne voyais plus le ciel tellement la mousse, elle était grosse. Et donc, je repasse derrière cette troisième vague et je savais là à peu près où était Gauthier. Et donc, Gauthier ressort. Et donc, je lui attrape le bras. On a une technique spéciale pour le remettre sur le jet ski. Je vais sur le jet ski. Vite, je m'en vais. Alors, il n'y avait plus de grosses vagues parce qu'il n'y en avait que 3 là sur cette série-là. Et voilà, bon, content de voir qu'il respirait. Il n'était pas en grande forme. Il était vert, il tremblait. Alors, on n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui de gilets gonflables et compagnie. Ouais. Donc, on était un peu sous-entraîné, pas préparé physiquement. Et donc voilà, alors la planche a été perdue, il avait arraché 2 dérives. Voilà comment ça s'est déroulé. Je crois on avait peut-être je l'avais peut-être lancé sur une vague avant, une petite, et là c'était la deuxième et la dernière vague de la session. Ouais. Vous faites un débrief après des sessions comme ça pour analyser justement ce qu'il faut améliorer, ce qui s'est bien passé. En général, on le fait tout de suite. De manière totalement involontaire, plutôt quand on s'est mal lancé que quand on s'est bien lancé, parce que là, pour le coup, je l'ai bien lancé. Là, on n'en a pas fait. Il n'était pas bien, il était un peu choqué. Moi, j'étais un peu choqué aussi. On s'est mis sur le côté. Il avait froid. Vraiment, il n'était pas bien. Donc, on en a parlé. On en a reparlé 100 fois de cette vague. Mais là, pour le coup, on n'avait pas grand-chose à dire parce que je l'avais bien lancé. Il avait surfé la vague comme il fallait. Et il y a un moment où on le voit sur la vidéo, il se fait rattraper par la mousse qui va tellement vite que lui, il n'a pas le temps de s'échapper. Et c'est pour ça qu'il est tombé en fin de vague. Ouais, ce que je lisais, c'est que la mousse, justement, l'écume, quand elle te rattrape, ça te projette assez à 10 mètres sous l'eau.
Ça peut, ouais, ça peut. Alors, Ouais. il y a des vagues qu'on surfe en anglette, en surf tracté qui sont moins grosses et qui t'envoient moins loin sous le fond, mais ça peut nous arriver de surfer des vagues de 3-4 mètres en anglette et de toucher le sable alors on est assez loin du bord, quoi. Donc, vraiment, elle nous envoie loin au fond. Et à Bellara, c'est pas très profond, donc c'est en haut fond. Et à marée basse, il doit y avoir 15 mètres d'eau, 15-20 mètres. Vous vous entraînez en apnée pour justement vous préparer à ça? Alors oui, on s'entraîne en piscine avec un coach d'apnée qui fait beaucoup de chasse sous-marine. Et donc, c'est à peu près une fois par semaine. On va faire poumon vide. Je veux voir tout le monde allongé sur le fond de la piscine. Donc on vide bien les poumons, on colle bien en bas. Et donc là, c'est pas fini parce que la bonne surprise, c'est que l'exploit de Gauthier a été filmé, enfin a été photographié, et que le soir même, je crois, il y a un Ouais, assez connu, le non, champion du monde ou non? non, il y a Rico Roy? non, Rico Leroy C'est pas ça? peut-être, c'est un mec qui surfait avec nous. Ah oui, ouais. Rico Leroy, c'était le mec qui a vu la première vague de la série. Alors, je sais pas via qui, mais c'est Gauthier qui reçoit un mail de Bill Sharp, qui est l'organisateur des XXL Awards, ça s'appelait comme ça à l'époque, donc des Ouais. awards des plus grosses vagues de l'année, qui lui envoie un mail en disant Salut Gauthier, j'ai cru comprendre que vous avez une belle session et que toi, tu as vu une belle vague. J'ai vu la photo. Est-ce que tu acceptes de la mettre dans le concours de la plus grosse vague de l'année? Je pense que tu as de bonnes chances. Et donc Gauthier, évidemment, il a dit oui, bien sûr. Et après, comment ça s'est passé? Il y a dès qu'on prend une grosse vague qui peut être dans le concours, il y a un logo XXL. Alors, il nous demande, mais il y a un logo XXL Award nominé, tout ça qui est posé dessus. Et un mois avant, je crois que c'était le 1er ou le 2 mai, il ne garde que 5 participants, que 5 nominés. Donc, dans la catégorie plus beau tube, plus belle gamelle, plus grosse vague, meilleure performance féminine et masculine de l'année. Enfin, voilà, ils font des catégories. Et donc, Gauthier m'appelle à un mois de l'annonce du vainqueur en me disant Julien, notre vague est sélectionnée dans les 5 dernières vagues. Il y a 2 vagues à Nazaré au Portugal, 2 vagues à Hawaï et la nôtre. Et apparemment, Bill Sharp lui dit Gauthier était nominé. Par contre, si tu veux avoir une chance de gagner, il faut venir en Californie, à Los Angeles, parce qu'on ne fait pas gagner les gens qui ne sont pas venus. Ouais, c'est logique, ouais. Ouais, donc c'était même 3 semaines avant, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les autres vagues. Est-ce qu'on a une chance? Est-ce qu'on n'a pas de chance? Et à un moment, je dis Gauthier, t'es déjà allé en Californie ou pas? Il me dit non. Je dis allez, on y va. Et on y va. Moi, j'y étais allé 3 semaines avec des copains quand j'étais gamin. Et on y va. Je crois qu'on est resté 4 ou 5 jours. On est parti un mardi soir, on est revenu un dimanche. Donc, assez short. Et au milieu, le vendredi soir, il y avait la cérémonie des XXL Awards où Gauthier reçoit devant tous nos pairs surfeurs le trophée de la plus grosse vague de l'année. Ouais, ça doit être assez émouvant quand même. Là, vous vous retrouvez avec des noms connus comme Laird Hamilton. Il y a des gens comme ça que t'as rencontrés ou pas? Lui était pas là peut-être ce soir-là, mais des mecs comme Shane Dorian, comme plein de jeunes qui sont très connus dans le monde du surf, des gars qui lui serrent la main quand il monte sur l'estrade pour récupérer son trophée, qui est trop content pour lui, donc c'était cool. I'm not used to this kind of ceremony. It's the first time. It's crazy. Thank you. Et ouais, toi tu le vis un peu. C'est une récompense qui est à vous deux en fait finalement. Ouais, alors Gauthier là où il est toujours très sympa, c'est qu'il m'a toujours mis dans cette récompense qui est à lui. C'est une récompense Gauthier-Garang, c'est lui qui a surfé la vague. Mais comme il m'a toujours dit, c'est moi qui ai commencé à surfer, ça aurait pu être toi et tu aurais pu avoir la même ou une plus grosse. Donc il m'a toujours mis dans cette espèce de binôme et dans ce prix qu'il avait eu tout à fait gentiment. Mais c'est vrai que c'est Gauthier qui a surfé la vague, c'est pas moi. En 2016, il y a eu un beau reportage qui s'appelle Dompteur de géants sur tous les deux en fait, avec aussi un autre surfeur qui est ami. Pilou. Pilou. Donc ça c'est un reportage de Bellara. Pardon, je dis n'importe quoi. C'était à Nazaré. Ouais, alors. Départ à Nazaré.
Ouais, c'était donc une équipe de Laurent Delahousse qui est fan de surf et qui, suite à un week-end ou à des vacances au Cap Ferré, il y avait eu des surfeurs, avait dit non mais il faut absolument qu'on fasse un truc sur un reportage, vous faites un reportage sur le surf, vous vous débrouillez. Et donc, on a ces journalistes qui nous contactent en disant voilà, le surf dans le Pays Basque, les grosses vagues, on va faire un truc dessus. Gauthier, tu as gagné ça. Est-ce qu'on peut venir vous suivre sans vous embêter sur votre vie, votre passion que vous avez à deux? Ils voulaient plus orienter le truc duo Gauthier-Julien que surf, je crois. Et donc, ils étaient à Paris. Donc, nous, quand on avait des suspicions de Bellara, 3 jours avant, on les appelait pour dire il y a peut-être Bellara dans 3 jours, mais c'est pas sûr. Donc, une fois, ils sont venus pour rien, une fois, ils sont pas venus, une fois. Et donc, voilà. Et puis, donc, pendant un an, pas de vagues surfées à Bellara. Donc, ils ont surfé des petites conditions ici, pas très intéressantes. Et un jour, on leur dit bon, ben, écoutez, dans 4 jours, on part au Portugal. On va avec Pilou surfer, il y a une houle qui est prévue, donc on part si vous voulez, vous venez dans le camion. Et donc ils sont arrivés à Biarritz en avion, ils sont venus dans le camion et ils nous ont suivis sur les 4 jours, 3 jours. On est parti un vendredi soir, on est revenu un lundi soir. Les 3 jours de trip, il y avait celui qui faisait les commentaires, celui qui prenait les vidéos et celui qui prenait le son. Donc on était 6 dans le camion, on avait 7 planches, on avait le jet ski, c'était l'aventure. De Bayonne à Nazaré, comptez 900 km. 13 heures de route à travers toute l'Espagne et le Portugal. Pas vraiment le spot à côté donc. 13 heures de route. Voilà, 13 heures de route. On arrive un samedi, il n'y avait pas de vague. Et le mec dit non, mais demain, venez ici à 6 heures. Je vous présenterai les gars qu'il faut. Vous verrez, demain, il y a des vagues. Ouais, il n'y avait pas une vague, le vent était dégueulasse. On n'y croyait pas une seconde. Donc là, super tendu parce que c'était une vague qu'on ne connaissait pas du tout. On n'y était jamais allé. Il fallait préparer tout le matos. On ne savait pas si on avait le bon matos. Il y en avait un qui nous avait croisé qui nous disait « Ah, vous allez y aller avec ce jet ski-là ?» Eh bien, bon courage. Bon, d'accord. Le mec, il nous met dans l'ambiance. Ouais. Et donc, voilà, il y a pas mal d'images dans le reportage de France 2. Et avec des bonnes et moins bonnes vagues, parce que petit souci avec le jet ski qui s'est fait attraper par une vague, mais c'était un super moment et un week-end super. Putain, celle du milieu. Regarde le bol que ça fait. Ça jette, ouais. Oh, c'est énorme. Là, c'est très gros. Ça vous a mis la pression un peu d'être filmé? Ah ouais, parce que là, du coup, Gauthier, ayant surfé le premier à cette session de Bellara, me dit bon, ben à Nazaré, c'est toi qui vas commencer. C'est ça. Jamais surfé, c'était compliqué. Et donc, sur le jet ski, Nazaré, c'est très compliqué, vachement plus que Bellara, parce qu'il y a des vagues qui cassent partout. Ça casse au fond, ça casse au bord, ça casse à gauche, à droite. Bellara, il y a un au fond qui est un peu grand, mais on sait où ça va casser à peu près. Puis on peut s'échapper ou à gauche ou à droite. À Nazaré, à gauche, il y a la falaise, tu peux pas t'échapper, et à droite, il y a encore des vagues. Donc, très compliqué pour conduire le jet ski, très compliqué pour pas bouffer quand tu es en surf. Donc, Gauthier me dit, allez, vas-y. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? J'y vais pas, j'ai peur là, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et je me dis, les gars de France 2 quand même, ils sont sur la falaise, on s'est tapé 13 heures de route, ils veulent faire un reportage sur nous. Si je surfe pas là, peut-être que demain il y aura plus de vagues et peut-être qu'ils reviendront jamais. Ça va, Julien? Ouais, moyen. C'est comment? C'est gros, c'est impressionnant. Et... Bon, on va regarder un moment. J'espère qu'on va pas regarder trop longtemps parce qu'on va se dégonfler. Mais il va falloir qu'on analyse bien la situation, comment ça se passe. Donc voilà, on s'est mis une montée. On s'est dit, allez, il faut qu'on y aille. Puis on a pris les vagues, pas les plus grosses sûrement de la session, parce qu'il y avait plein de mecs très connus qui vivent là-bas et qui étaient bien meilleurs que nous et qui connaissaient beaucoup mieux le spot que nous. Mais on a pris nos vagues et on s'est amusé. Waouh, celle-là elle est belle, celle-là elle est belle. Là t'as une vague juste derrière vous, mais il y en a quand même une autre derrière, faites attention. Allez c'est parti, rock'n'roll. Vous avez pu tous les deux d'ailleurs, il me semble, dans le reportage, vous êtes passés
chacun votre tour là cette fois-ci. Oui, oui. Alors le reportage, ils l'ont monté un peu à l'envers. En fait, ça s'est passé le premier jour, le dimanche. On a surfé toute la journée. Un coup moi, un coup Gauthier. On fait 2 vagues ou 3 vagues chacun. Incroyable. On a pris nos vagues, première session au Nazaré. Ravi. Et c'est le lendemain où on a eu le petit accident avec le jet ski, où Pilou a commencé à surfer à la rame, parce que les conditions étaient un peu moins grosses, tôt le matin. Et on s'était dit, on va faire la sécurité de Pilou, on va le récupérer quand il sera pas bien, et puis nous, on surfera dans 1 heure ou dans 2 heures. Et en fait, moi, je monte sur le jet ski d'un Chilien, parce que Gauthier peut pas faire la sécurité avec le jet ski qu'on avait à l'époque. Si j'avais été derrière lui, il n'y avait pas assez de puissance. Et Pilou, au bout de 5 minutes, commence à ramer sur une vague. Il n'arrive pas à prendre la vague. On voit la planche qui vole en l'air, Pilou qui est pris par la vague. Gauthier qui dit, bon, ben j'y vais. Et donc, il va le chercher. Et manque de bol, il va pas le chercher comme il faut. Il était trop court. Au lieu de faire demi-tour, il s'est dit, je vais quand même essayer de l'attraper. Et il l'attrape, je crois. Ouais, il l'attrape. Il le met sur la grosse planche qu'on a derrière. Et il met les gaz. Mais le jet ski pas assez puissant. La vague de derrière trop près de Gauthier. Et Gauthier s'est fait engloutir avec le jet et avec Pilou et compagnie. Donc le jet au bord. Là maintenant, on avait des gilets gonflables. Donc les gilets gonflés, ils remontent tous à la surface. Et le jet ski noyé à 8h30 le matin, fin de la session. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait des tests pour... C'est Patagonia, non? C'est quoi les gilets? Ouais, alors on n'est pas des... Ouais, on est des testeurs, oui, parce qu'il y a eu différentes versions. Et grâce à Gauthier et à ses connexions, on a pu avoir des vestes, des prototypes de vestes qui n'ont jamais été vendus et qui ne le seront sûrement jamais, de gilets gonflables, comme un peu les gilets pour ceux qui font du ski hors piste. Ce sont des gilets avec une petite manette, avec des cartouches de CO2 qu'on percute en tirant la manette et qui nous permettent de gonfler une poche d'air sous la combinaison et qui nous permettent de remonter à la surface plus rapidement. Ouais. Et donc bon, on va pas se mentir, c'est quand même un sport qui paraît très dangereux, un petit peu aussi imprévisible parce que ça dépend des conditions météo, c'est pas toujours prédictible à l'avance. C'est ça le plus difficile parce que quand tu travailles, déjà te trouver et te ménager du temps pour surfer et que tu as une vie de famille, c'est compliqué. Mais là, il faut être 2 à être disponible. Donc, moi, je bossais en semaine. Gauthier, à l'époque, il bossait chez Leroy Merlin. Donc, on avait à peu près le dimanche ensemble. Là, maintenant, Gauthier a monté son école de surf. Donc, les week-ends, il bosse. Moi, c'est les week-ends où je bosse pas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, on arrive ou lui à annuler 2 cours de surf ou moi à annuler une demi-journée de boulot quand je sais vraiment c'est parfait. Mais ouais, la disponibilité, c'est le truc le plus compliqué. Après, les conditions, on n'y peut rien. Il y a des années où il n'y a pas de Bellara, il y a des années où il y a 4 Bellara. Donc, ça dépend vraiment des conditions, des houles, du vent, des coefficients, des marées, de plein de choses. Au niveau du cabinet, tu arrives à prévoir combien de jours à l'avance? Ça t'arrive d'annuler la veille pour le lendemain? Non, ça je fais pas parce que la session qui va être vraiment très jolie, on sait que le vent va être calme les jours d'avant, on sait qu'il y a une grosse rentrée de houle et pour l'instant, je crois que j'ai jamais raté de vraies belles sessions à Bellara. J'en ai loupé, mais des pas terribles avec un peu de vent, mais des belles sessions, j'en ai pas loupé et j'ai pas souvent annulé parce que c'est tombé. On a eu de la chance le samedi, le dimanche, et non, de la veille pour le lendemain, ça m'est jamais arrivé. 4 jours avant, ça m'est sûrement arrivé d'annuler une demi-journée. Oui. En 2018, vous inversez un peu les rôles parce que il y a une autre vague importante à Bellara et cette fois c'est toi qui pars en premier, il me semble, et qui te retrouve aussi en lice pour les. Oui, je sais plus comment ça se passe ce jour-là. L'Ouest. Ouais. Je sais pas comment ça se passe ce jour-là, je me souviens pas, mais en effet, Gauthier a toujours dans la tête se dire, moi j'ai gagné une fois, il faut que Julien gagne une fois, quoi. Et donc souvent c'est moi qui commence. Et là, je sais plus, c'était peut-être la 2e ou la 3e. C'est vrai que le plan d'eau était pas aussi joli, c'était pas aussi gros que la vague. On n'a jamais eu de session aussi grosse que quand Gauthier l'a gagné. C'est vraiment très très gros. Il y avait des conditions incroyables qu'on n'a jamais retrouvées. Et donc là, j'ai une très jolie vague. Il me lance comme il faut, un peu à l'intérieur. La vague, elle creuse un peu.
Et il y avait des photographes dans l'eau, des mecs qui m'ont donné les photos très gentiment. Et donc, je me retrouve moi aussi en lice pour le XXL Award de la vague la plus grosse de l'année, mais qui n'a pas été sélectionné dans les 5 dernières parce qu'il y a eu des vagues beaucoup plus grosses ailleurs dans le monde. Mais bon, c'était quand même sympa d'avoir le petit autocollant sur sa photo, Julien Molia, XXL Award, donc c'était cool. C'est une Française, hein, c'est Justine... Justine Dupont, ouais, qui est à fond dans Justine le surf Dupont, de grosses vagues. Ouais. Elle est à fond là-dedans. Donc, elle habite à Nazaré depuis 2-3 ans maintenant. Et elle est à fond là-dedans. Elle a failli gagner cette année. Il y a eu une grosse polémique là-dessus. C'est finalement une Brésilienne qui a gagné sur une vague à Nazaré. Et c'est une vague sur laquelle elle est tombée, la Brésilienne. Pas tout à fait en fin de vague, en milieu de vague. Et donc, il y a eu une espèce de polémique parce que Justine, ça fait des années qu'elle mérite. Et c'est la surfeuse, la chargeur au monde qui surfe les plus grosses vagues depuis je sais pas, 5 ans. Et elle aurait mérité cette année, elle n'a pas eu. Parce qu'en fait, c'est des récompenses qui peuvent être faites que sur... les prix, c'est que sur photo. Donc, vous partez avec... vous avez un photographe qui vient avec vous ou c'est qu'il y a toujours quelqu'un sur place? T'es sûr qu'il y a quelqu'un qui prenne ta vague en photo? Non, t'es pas sûr, mais on n'a pas notre photographe. Alors maintenant, il y a beaucoup de photographes qui appellent Gauthier pour savoir si on va surfer dans 2 jours ou dans 3 jours ou le lendemain, parce que le photographe aussi est récompensé. Donc, ok. Ouais. Ce qui paraît normal, ouais. Ouais, Gauthier, il a touché un chèque qu'il a gentiment partagé avec moi. Et bon, qui nous a pas payé l'aller-retour à Los Angeles, hein, mais et le photographe touche aussi la moitié du prize money ou un truc comme ça pour sa photo. Donc les mecs, ils sont là pour bosser. Ils sont pas juste là pour nous faire plaisir et pour venir nous prendre en photo. Ils sont là pour bosser. En général, c'est des photographes pros. Tous les bateaux de location sont pris d'assaut 2 jours avant pour pouvoir avoir parce que tu peux pas photographier du bord. En fait, tu peux, mais du bord, t'es à 3 km. C'est quoi? C'est en hélico ou c'est en avion? Non, ils sont sur des bateaux à côté, juste à côté de la vague. Ouais. Parce que tu peux pas du tout faire à Nazaré, puisqu'à Nazaré, ça pète partout. Là, il y a qu'un endroit où ça pète. Ils se mettent 20 mètres un peu décalés et avec un mec qui conduit le bateau et qui vérifie. Mais ils peuvent se mettre avec des angles de vue vachement intéressants. Du surf à plus de 60 km/h. Sous 15 mètres et plusieurs centaines de tonnes d'eau glacée. Et il y a des spots, il y a des grosses vagues mythiques que vous avez envie de faire avec Gauthier? On adorerait aller surfer en Irlande parce qu'il y a une super vague très dangereuse qu'on aimerait aller surfer, mais la logistique est compliquée parce que Nazaré, on peut y aller en voiture avec le jet ski sur la remorque et se décider la veille ou l'avant-veille. L'Irlande, on ne connaît pas trop. Alors, on pourra avoir des connexions là-bas parce que entre les sponsors, les gars qu'on connaît qui surfent des grosses vagues, qui sont là-bas, et ils nous ont toujours dit, vous venez quand vous voulez, on vous accueillera. Mais on n'a pas notre jet ski là-bas, et ça voudrait dire qu'il faut prendre le jet ski de quelqu'un. Si le mec, il a un jet ski, c'est pas pour nous le prêter le jour où il y a des vagues. Donc, je pense qu'au final, ce vague, on ne s'en fera jamais. On ira sûrement faire un trip, mais peut-être sans le jet ski pour aller surfer, parce qu'il y a des très bonnes vagues en Irlande. On adorerait surfer à Hawaï. Il y a des très grosses vagues, mais pareil, c'est un peu la logistique qui est un peu compliquée là-bas. C'est Jaws? Ouais, Jaws, c'est la vague mythique qui est beaucoup surfée à la rame maintenant, mais qui est encore surfée en surf tracté. Et autant à la rame, c'est sûr que j'irai jamais y mettre un doigt. Autant je me dis qu'en surf tracté, c'est peut-être quelque chose qui est jouable. Mais bon, voilà, il faut du temps, il faut un peu de sous pour y aller, il faut louer un truc là-bas, il faut connaître un peu les mecs, il faut être un peu intronisé quand tu vas à Jaws et quand tu vas à Hawaï. Tu prends pas les vagues que tu veux comme tu veux, quoi. Il faut connaître les gens qui sont là-bas, il faut manger avec eux, il faut discuter avec eux, il faut être introduit avant d'aller surfer ce genre de vagues. T'as eu des grosses frayeurs des fois? T'as eu vraiment peur et tu t'es dit oulala, c'est ça... Alors j'ai eu vraiment peur pour Gauthier quand il a eu sa vague et que j'ai pas réussi à le chercher. Je pense que c'est ça ma plus grosse peur. Et moi, j'ai pas eu de grosse peur. À Bellara, j'ai pris des vagues sur la tête, mais avec le gilet, je suis remonté assez vite. À Anglette, je
sur des grosses sessions, je me suis fait un peu… Non, mais tu sais, après, grâce à l'apnée, on mentalise un peu pas mal de trucs et on sait comment ça se passait, on sait combien de temps on peut rester sous l'eau avec de l'air ou sans air. On sait qu'on peut rester 15 secondes sous l'eau sans air et ça dure jamais plus de 15 secondes, à part à Hawaï, mais on reste jamais plus de 15 secondes sous l'eau. Et 15 secondes, c'est très long, mais quand tu es décontracté, relâché, tu sais ce qu'il faut faire et tu arrives à mentaliser ce qui se passe dans ton corps avec contraction du diaphragme et tout ça, tu sais ce que tu peux faire physiquement. Donc, si tu es bien dans la tête, tu es bien dans le corps et inversement. Donc jamais eu de grosses frayeurs, à part pour Gauthier. Et en préparation, tu utilises des techniques, par exemple, comme la visualisation, c'est des choses dont tu te sers? Pas beaucoup. On fait donc des entraînements d'apnée où on développe un peu chacun nos trucs. Gauthier, je sais qu'il se mentalise en train de surfer une vague parfaite. Donc, on fait des entraînements où on est poumon vide, on va au fond de la piscine, on souffle tout notre air et il faut essayer de rester le plus longtemps possible. Alors, tu as le coach qui te time les moments où il faut remonter et il te fait un toc-toc toutes les 30 secondes, donc on sait à peu près où on en est. Mais il y en a un autre qui fait la recette du gâteau au chocolat. Il y en a un autre qui, voilà, moi, je me refais la journée de boulot au cabinet ou je me refais les entraînements, c'est le soir tard, le mardi soir. Donc, en général, je me revois les patients de la journée. On dit, ah ouais, ça t'a fait ça, pourquoi t'as fait ça? Et lui, le plan de traitement, tu vas lui sortir. Il faut dire aux patients du mardi qu'ils soient cool. Ils soient cool. Ouais. Donc, chacun a son truc et compter aussi, tu vois, compter dans sa tête, dire, ouais, ça fait longtemps que je suis sous l'eau. Et puis, en fait, tu commences à compter, tu te rends compte qu'à 3-4 secondes, tu es déjà ressorti. Donc, tu dis, bon, 4 secondes, sans les 4 secondes que tu as compté avant, 8 secondes, ça va. Ta femme qu'on voit dans le reportage un petit peu, elle s'est habituée à ça ou elle a quand même un petit peu d'anxiété quand elle te voit partir? Non, je crois pas. Elle a confiance? Ouais, je suis pas une tête brûlée. Je sais où je vais, donc je sais où j'ai pas envie d'aller. Il y a des fois où je me suis dit là, c'est pas pour moi. Et donc non, il y a pas trop d'appréhension de ce côté-là. Chaque fois, on dit ouais, c'est la dernière fois, là, c'est bon, j'ai eu la vague. Mais en fait, ça s'arrête jamais, quoi. C'est ça qui est terrible. Donc au niveau pro, toi tu es Ça c'est vachement marrant ça. Ah ouais, un petit peu parce que t'as une belle actualité, donc c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. Donc toi tu fais beaucoup d'implantologie et d'esthétique. Ouais, je suis omnipraticien et intéressé par la chirurgie depuis une dizaine d'années. Je fais plusieurs DU et esthétique, j'en parlais à je sais plus qui, esthétique, tous les dentistes ont fait de l'esthétique. Il n'y a pas un mec qui fait pas de l'esthétique avec des trucs moches et un autre qui fait des trucs esthétiques. Donc les gens qui disent je suis spécialisé en esthétique, non, j'essaie de rendre service à mes patients et de leur faire des trucs sympas, quoi. Mais t'as fait partie, t'as fait la formation, je pense, de GRF. Ouais. Et tu fais partie de la bioteam Sud-Ouest. Ouais, voilà, avec Mélanie notamment. Voilà, Mélanie Giaco et Antoine Lambert qui bossent l'une à Biarritz et l'autre à Pau. On a monté cette bioteam il y a 2-3 ans peut-être. Voilà, c'est super motivant, c'est super parce qu'on partage beaucoup, on échange et puis on évolue vachement plus vite que si on était tout seul dans notre coin. Ouais. Et aussi tu es mentor sur French Tooth, donc une super belle initiative d'Elsa Morier. Ouais, Elsa et son mari, ami conjoint, son conjoint. Ouais, qui sont deux jeunes très sympas. Ouais. Qui ont donc cette plateforme de formation en ligne avec des vidéos cliniques, des lives, des trucs comme ça. Ils filment beaucoup, ils bossent dur. Alors là, c'est un peu compliqué de se déplacer à droite à gauche parce qu'ils allent en Belgique, en Suisse, à droite à gauche. Ouais. Deux jeunes qui font des trucs très sympas. Ouais, c'est très sympa. Normalement, Elsa, j'aimerais beaucoup échanger avec elle, qu'elle m'explique un petit peu la création de French Tooth. Donc, ça te plaît, ça, le côté transmission, partage, enseignement? Ouais, de toute manière, je crois qu'on apprend jamais mieux que quand on va voir quelqu'un bosser ou avec des vidéos ou avec des trucs comme ça. Quand tu vas en congrès, que les mecs te montrent des trucs magnifiques que tu referas pas au cabinet ou que tu referas même peut-être jamais au cabinet, c'est sympa parce que tu passes un bon moment, mais après, t'apprends pas grand-chose. Donc, l'idée de la bioteam et je pense des vidéos cliniques, c'est d'essayer de montrer un maximum de trucs. Moi, c'est vrai que j'aime bien partager, j'aime bien expliquer pourquoi je fais ça, j'aime bien
Là, j'ai une nouvelle assistante depuis 3 semaines qui est super motivée, super compétente. Je lui explique tout, elle me pose plein de questions, tout à fait pertinentes. Donc, ouais, j'aime bien me partager et je trouve que c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour celui qui partage, c'est bien pour celui qui apprend. Et moi, j'ai beaucoup appris les autres. Et si je peux donner mes 2-3 trucs et astuces à des praticiens peut-être un peu plus jeunes, un peu moins aguerris, je pense que c'est super. Donc là, comment t'organises un petit peu tes semaines entre tout ça, alors entre le cabinet, ces préparatifs de formation ou de rencontres. Après, ça a peut-être été un peu décalé la bioteam Ouais. avec le Covid, je sais pas. Ouais, on devait faire venir Romain Chéron sur l'adhésion le 9 octobre, la semaine dernière. Ouais. On a annulé parce que de Suisse c'est compliqué, la salle c'était compliqué, en fait, tout était compliqué, donc on n'a pas annulé, on a repoussé à une date pour l'instant inconnue. On organise, c'est pas officiel, mais je pense qu'on peut le dire, le congrès des bioteams de France à Biarritz le 7 mai. Donc tous les 11 bioteams de France ont un speaker sur un sujet déjà défini et prédéterminé, et ils ont une demi-heure de parole chacun avec une introduction justement de Gilles Tirlet. Et ça, pareil, on est embêté. C'est le 7 mai. On doit commencer à verser des acomptes pour le traiteur et pour les salles. Ouais. On voudrait faire une soirée. Pour l'instant, les gens qui réservent ce genre de trucs peuvent pas nous donner de date, enfin de nous certifier de réservation, des trucs comme ça. Donc c'est compliqué. Donc oui, tout est un peu reporté là. Et pour répondre à ta question, moi je bosse 4 jours par semaine. Ouais. Le mercredi, j'essaie de m'occuper des enfants qui ont pas mal d'activités à droite à gauche. Le vendredi, je vais les chercher à l'école. Donc, la préparation des formations, c'est souvent le soir à la maison en fait. Le week-end, c'est aussi plutôt famille, mais c'est souvent le soir. Et t'as un entraînement particulier là au niveau cardio ou musculation ou je sais pas. Je fais pas mal de CrossFit. C'est une espèce c'est très à la mode maintenant. C'est un mix entre du cardio, de la gymnastique et de l'haltéro. Et j'y vais 1 à 2 fois par semaine quand je trouve le temps, parce que maintenant ils sont ouverts le week-end, donc ça c'est cool. J'y vais tôt le week-end, mercredi tard le soir. Donc c'est les semaines sont chargées. Ouais, t'arrives quand même à trouver un équilibre dans tout ça. Ouais, écoute, pour l'instant ça marche à peu près bien, donc on verra après. Hein. Et au niveau boulot, ça t'aide d'avoir cette passion à côté. T'as l'impression que c'est un plus d'avoir vraiment une bulle d'oxygène en dehors, parce c'est quand même un métier stressant. Oui, c'est vraiment la soupape du week-end, du mercredi quand je peux y aller le mercredi, et c'est ma passion, donc c'est vraiment top. Et puis inversement aussi, je pense que ça nous a beaucoup aidé, Gauthier et moi, dans le surf, de pas être des pros de surf. Parce que les pros de surf, ils ont des contraintes, ils sont obligés à faire certains trucs par les sponsors. Quand les vagues sont pourries, ils sont obligés d'aller faire des compètes. Quand les vagues sont trop grosses, ils n'ont pas envie d'y aller, ils sont obligés. Et nous, on a toujours gardé cette liberté de décision, de vouloir faire ou de pas vouloir faire. On nous a déjà proposé pas mal de trucs, de reportages, de trucs plus ou moins bancals, de sponsoring, de trucs bizarres. Mais nous, on a pu garder notre indépendance et dire non, ça on veut pas, ça on veut, ça on n'est pas partant. Donc c'est vrai que dans les deux sens, c'est bien d'avoir et la dentisterie et le surf. Gauthier a tourné un film aussi, Azalea, qui parle un petit peu de sa relation avec Bellara. Ça te tenterait, toi, de faire un film comme ça? Non, on est très différents, Gauthier et moi. Gauthier, il est à fond pas dans la communication, mais son téléphone, il sonne 10 fois dès qu'il y a une demi-vague à Bellara. Moi, le mien, il sonne 0 fois parce que je suis un peu plus solitaire, je suis un peu plus asocial. Gauthier, il dit oui à tout. Alors, il nous a déjà embarqué dans des plans foireux qui ont jamais abouti, mais on est très différents et ça, je laisse ça à Gauthier. C'est Gauthier qui gère tout ce genre de trucs. Et si un jour il me demande de faire un truc, c'est avec plaisir, mais en général, c'est avec lui et c'est pas moi tout seul, quoi. J'aime pas trop me mettre en avant. Lui non plus, hein, mais. Oui, vous avez des personnalités différentes. Ouais. Et pour quelqu'un, il y a un âge c'est possible de commencer le surf un peu tardivement ou c'est vraiment quand on est jeune. Ah non.
Il y a des gens qui surfent à 40 ans et qui s'amusent autant que moi avec 30 ans de surf derrière moi. C'est juste une histoire de passer un bon moment dans l'eau et de s'amuser. Je suppose que le mec qui va commencer à surfer à 40 ans, il va pas vouloir les faire. Il pourra pas les surfer Bellara. Mais tant qu'il prend de plaisir. Aujourd'hui, il y avait des vagues de 40 cm dans l'eau. Il y avait plein d'écoles de surf dans l'eau et tu voyais tous les papas et les enfants qui avaient la banane et les mamans aussi. Et c'était des vagues de débutants et tout le monde était content. Donc, je crois que c'est comme tout. Si tu prends du plaisir, t'as pas besoin de surfer des vagues de 10 mètres. Ouais. Gauthier, elle est où son école de surf à Gauthier? Elle est à Ondres. Parce que oui, il a quitté Leroy Merlin pour monter son école de surf. Il en avait ras-le-bol de Leroy Merlin. Ouais. Et donc, elle est à Ondres, c'est Sudland, Ondres, juste après Bayonne. Ok. Donc, on peut aller le voir si on a envie de faire un stage. Ouais, il est très pris, mais je pense qu'il a des cours premium et qui sont très bien encadrés et photographiés, débriefs, et je pense que c'est très bien. Ah, ok, super. Bah, écoute, Julien, je pense qu'on a fait le tour. C'était super sympa d'échanger avec toi. J'espère que on aura l'occasion de se voir et que tu pourras en vrai et puis que tu puisses faire la bioteam là qui est prévue au mois de mai aussi parce que ça c'est vraiment une belle initiative aussi. Bonne on organise d'autres trucs avec la bioteam, hein. Ça c'est un gros truc qu'on fait au niveau national. Après on fait des trucs, il y a pas mal de praticiens de Bordeaux qui viennent d'ailleurs. On fait des study group, alors là où c'est un peu en stand-by, mais on fait des study group en petit comité. On organise une journée par an en général avec un conférencier international. C'était Gilles l'année dernière. C'est Romain Chéron cette année qui est reporté. Et donc, on fait de temps en temps des petits trucs. Il faut se tenir au courant sur notre page Facebook. Ça s'appelle SO Bioteam, Sud-Ouest Bioteam. Et c'est avec plaisir, on accueille tout le monde et tous ceux qui ont envie de partager sont les bienvenus. D'ailleurs, justement, comment on fait pour, si on veut venir à un de ces événements, c'est sur la page Facebook, il y a un site internet, il n'y a pas de site internet, on met ça en effet sur la page Facebook, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est en général on fait ça en petit comité de 30 à 40, suivant le nombre de participants, enfin en général on fait ça à Biarritz. Et on traite de 3-4 sujets qu'on a définis nous en avance. Alors c'est ou nous qui parlons ou des extérieurs, parce qu'il y a quand même, en fait, dans la bioteam, on est juste les trois, et il y a plein d'extérieurs qui viennent et qui font partie de la bioteam sans faire partie du bureau. Et donc ça peut être des extérieurs qui parlent. Et donc les inscriptions, on fait ça sur une plateforme d'inscription en ligne. Et voilà, il suffit de s'inscrire. On fait payer l'allocation de la salle, et encore c'est pas grand chose. Et on fait un petit buffet après pour passer un moment ensemble. Et à 23h, tout le monde est rentré chez soi et on fait ça de 18h à 23h et voilà, on passe un bon moment et pour apprendre et après pour échanger autour d'un verre. Et donc ça c'est très bien, très bonne idée. Et French Tooth, ça t'as fait déjà plusieurs vidéos. Une récemment là, c'était l'implantation immédiate, il me semble. Oui. Ça alors ça a été tourné il y a un moment, mais ils l'ont sorti là parce qu'ils tournent beaucoup quand ils peuvent. Et quand j'ai 2 interventions dans la même journée, comme ça, ils viennent et ils filment les 2 interventions dans la journée, mais ils les sortent pas en même temps. Ouais. Donc ça, t'as d'autres projets de ce côté-là, c'est-à-dire que comment ça se passe un peu, tu vois, enfin, on n'a pas tout à fait. Elsa, elle t'en dira plus que moi. Mais comment ça se passe ce sont 2 jeunes avec qui je m'entends super bien. Et je pense qu'ils s'entendent très bien avec tout le monde parce qu'ils sont adorables. Et en fait, on les appelle quand on a un truc intéressant ou qu'on pense être intéressant pour la plateforme. On les appelle en disant Lodoïs ou Elsa, j'ai un truc compliqué qui peut être intéressant à faire mardi matin. Alors, le mardi, pour eux, c'est compliqué, mais on essaie de caler ça un vendredi. Comme ça, ils passent le week-end ici. Ok, donc ils se déplacent avec l'équipe, ils sont vachement équipés, hein, j'ai l'impression. Hein, ils ont du matos. Elsa est dentiste, donc elle connaît un peu l'environnement d'un cabinet, elle connaît les termes et tout ça. Et c'est Lodoïs qui filme, Elsa qui fait ou l'assistante ou qui filme aussi, qui prend des photos. Et voilà, donc on les appelle, ils débarquent. Alors il faut prévoir un peu de temps parce que forcément, tu dis attends, tu peux me refaire ça s'il te plaît avec le fond noir derrière. Loïs, ok, je te le fais une fois, pas deux quoi. Donc voilà, tu as un retour sur un iPad, il te montre ce qu'il est en train de filmer. Ils ont du matos. Ouais. Et puis les vidéos cliniques, tu te rends compte que ils en ont sorti une. Je sais plus, j'en ai parlé d'ailleurs, je dis putain, ça a été vraiment top, c'était vraiment joli, c'était un gros plan c'était Romain Ruitor qui faisait une préparation de données sur une molaire.
c'était vraiment joli, vraiment zoomé, c'était net, c'était beau. Et donc, ils s'améliorent, ils ont du bon matos, les prises de vue sont de mieux en mieux. Donc, ils évoluent très bien. Ouais, c'est vrai que c'est un super projet. Écoute, Julien, encore merci. Avec plaisir. Au plaisir de te rencontrer. Et puis, bonne fin de week-end. Merci. Et bonne semaine. Ouais, bon courage pour la reprise demain matin. Ouais, salut Julien. Au revoir. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Dans ce montage réalisé par Pauline Bussy, nous avons inséré des passages du film Dompteur de géants que je vous mettrai également sur le site internet, ainsi que tous les liens évoqués dans l'épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en me laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux ou directement sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pour ne louper aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. La musique du générique, Saul Blue Tango, est de Monica. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.